Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 4e webinaire numérique de la CPME Nouvelle-Aquitaine, Gagner du temps et optimiser mon activité grâce au digital, un webinaire qui va être dédié pour les entreprises de production, les entreprises industrielles. Donc c'est un webinaire organisé par la CPME Nouvelle-Aquitaine avec le soutien de ces 12 unions départementales et le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du programme de transformation numérique des TPE-PME. Quelques petits rappels concernant l'utilisation de la plateforme avant que je vous présente les invités du jour. Donc, comme d'habitude, pour ceux qui suivent nos webinaires depuis un petit moment, vous pouvez discuter dans le chat. Donc, vous trouverez le petit onglet en bas à droite. C'est là où vous pouvez vous saluer, vous dire bonjour. On va vous demander en revanche pour toutes les questions de les poser plutôt dans l'onglet questions. Je vais demander à mes intervenants qui ne parlent pas de couper leur micro, s'il vous plaît, pour pas qu'on ait trop de bruit parasite. Donc, pour toutes les questions, voilà, pour les participants qui nous suivent aujourd'hui, ce sera plutôt dans l'onglet questions. Ça nous permet, nous, de pouvoir organiser les questions par ordre d'importance, puisque tout simplement, vous pouvez voter pour les questions qui vous intéressent. Quand quelqu'un pose une question, il y a un petit triangle qui s'affiche à côté. Si vous cliquez sur ce triangle, ça donne une voix, un vote à la question. Et nous, ça la fait remonter en haut pour qu'on puisse la traiter en priorité. Vous pouvez bien entendu poser vos questions tout au long du webinaire. On aura une première partie de présentation, puis de témoignages de chefs d'entreprise. Et on répondra aux questions en fonction de la pertinence, soit à la fin de chaque partie, soit on gardera un temps d'échange à la fin. Donc, nous sommes ensemble pour 1h15 aujourd'hui. Je suis en compagnie de Frédéric Libaud, expert numérique, fondateur de Numix et administrateur du Sinov numérique, de Olivier Darouz, responsable unité technique et technologie chez AFPI Sud-Ouest, en compagnie également de François Ponce et Franck Galasso. Donc François Ponce qui est créateur et gérant de SafeCaddy et Franck Galasso qui est son directeur technique. Et on va avoir une 6e personne qui va nous rejoindre, mais il ne pouvait pas être là à 14h pile, qui est Laurent Auroy, qui est chef d'entreprise, donc de 4 entreprises, donc Innov Décor, Prototig, APLV et Ster. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez une 6e personne apparaître en cours de route de ce webinaire. Je pense que j'ai suffisamment parlé jusque-là. Je vais donc laisser la parole à notre premier intervenant qui est Frédéric Libaud, qui va donc nous donner, on va dire, un petit état des lieux, des bonnes pratiques, des moins bonnes pratiques, essayer de nous faire comprendre un petit peu aujourd'hui qu'est-ce que c'est que cette entreprise 4.0, cette industrie 4.0. Voilà, on a passé le temps de la mécanisation, de l'industrialisation, de l'automatisation. Aujourd'hui, on est à la digitalisation des usines et des entreprises de production. Donc, Frédéric, je vous laisse nous en dire plus et du coup, je vais partager le diaporama. Oui, je veux bien. Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous voyez bien? Ça arrive, ça y est. Ok, ça arrive. Je vais le mettre en grand écran. Hop. Est-ce que j'ai la main pour... Alors, normalement, c'est moi qui l'ai, je pense. Je ne vous vois plus du tout. Oui, moi, je vois les vidéos en vignette. Est-ce que si je le mets comme ça, c'est suffisamment grand pour qu'on voit? Bah, c'est plus pour les participants. Moi, pour moi, ça va parce qu'en plus, je l'ai à côté. Donc, Alors, dans le chat, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que vous voyez tous bien? Je pense que oui. Mais bon, si jamais vous ne voyez pas, vous nous le dites dans le chat, on adaptera. Oui, je suis dirigeant et fondateur d'une ESN, entreprise de services numériques, avec une activité édition de logiciels. Au niveau de la structure, on a une clientèle diversifiée, dont des TPE. Pour ma part, j'ai une pratique de l'informatique depuis le début des années 80 et je travaille dans la filière depuis le début des années 90. Du coup, Mireille, je vais vous demander de passer au slide suivant.
Voilà, donc le constat que vous faites tous, hein, c'est le numérique est présent partout dans toutes les activités humaines et dont industrielles. Voilà. Et la logistique, ça va de soi. Donc, en termes d'attrait, d'intérêt, forcément, vous avez tous un attrait pour cet outil au sens large du terme, sachant que en fait, ce sont deux multiples outils. C'est sur la. Alors, on parle de numérique, en fait, il faut pas dissocier forcément numérique et informatique. L'informatique est une composante. Je vais vous demander de passer à la slide suivante, que je puisse le faire. Voilà. Il ne faut pas dissocier informatique et numérique. L'informatique est une composante du numérique. Et le numérique, au sens large, c'est à la fois les outils, les services, ce que vous allez pouvoir intégrer en termes de ce qu'on appelle d'IoT, donc c'est tout ce qui est informatique embarquée sur des équipements autonomes, etc. Donc il y a une véritable richesse par rapport au numérique par rapport à l'informatique. Et on parle plus d'informatique pour l'informatique de gestion principalement. Donc aujourd'hui, on a différentes composantes qui touchent au domaine de la production notamment, mais pas que, et qui peuvent vous intéresser. On a des sujets comme la big data, l'intelligence artificielle forcément, ça attire certains, en tout cas les plus grands. Le BIM, on n'en parle pas beaucoup pour l'industrie, mais dans le domaine de la production et par exemple dans la production navale, on utilise le BIM associé aux jumeaux numériques et forcément à la CAO et à la GPAO, la gestion de production assistée par ordinateur. L'impression 3D aussi de plus en plus. Vous êtes dans une région productrice dans le domaine aéronautique. Certains ne sont pas sans savoir que, par exemple, sur la 400M, vous avez un certain nombre de pièces, au moins une à coup sûr, qui sont fabriquées avec de l'impression 3D. La robotique aussi, de plus en plus, dans le secteur automobile ou d'autres secteurs prennent l'ampleur et intègrent plus ou moins, petit à petit, ces différentes composantes. Donc, du coup, aujourd'hui, on a une situation qui n'est pas encore tout à fait mature dans ces différents domaines, mais ça vient. Ça arrive. Donc, il y a un intérêt, et même pour des petites activités de niche, à tenter d'utiliser ces différents domaines, soit conjointement, soit séparément. Alors, on va passer à la slide suivante. Donc, l'objectif, c'est vraiment de tendre vers une industrie complètement numérisée. Donc l'étape 4, sachant qu'aujourd'hui on est plus entre la deuxième et la troisième en fonction des secteurs d'activité, puisque vous avez des grandes industries qui sont fortement robotisées, comme l'automobile, comme je disais à l'instant, où je laissais entendre, et d'autres beaucoup moins. En France, on a un certain nombre d'avancées sur certains secteurs par rapport à d'autres pays, mais on a aussi certains secteurs d'activité qui sont un peu en retard si on se compare par rapport à d'autres. Ça, les études le montrent toutes. Alors, je vais vous demander de passer à la slide suivante. Donc, quid du tout automatisé? Oui, en effet, aujourd'hui, on a une automatisation, mais elle n'est pas à 100% et pas partout. Et pas partout, notamment dans les petites structures. On y viendra, mais honnêtement, ça va être difficile parce que ça a un coût. Ça représente aussi un changement de mode de fonctionnement, notamment par rapport à l'humain. Donc un pilotage RH qui n'est pas anodin. Alors, le slide suivant. Donc, du coup, quand on parle d'usine automatisée, il faut aussi aborder le sujet du pilotage. Et forcément, quelque part, c'est l'une des composantes en termes d'industrie 4.0 qui n'est pas forcément pensée dès le départ, alors qu'elle est essentielle. Et quand on parle de pilotage, c'est toute la gestion de l'approvisionnement, toute la gestion de la production en tant que telle, mais aussi associer le pilotage humain, etc. Donc,
le pilotage, la tour de contrôle de l'entreprise industrielle ou l'entreprise de production est extrêmement important, pour les autres aussi d'ailleurs. Mais aujourd'hui, il n'est pas forcément considéré comme tel. Et c'est fortement dommage parce qu'on perd des points de productivité, alors qu'on pourrait en avoir déjà rien qu'avec un certain niveau d'automatisation du pilotage, ou un certain niveau de numérisation du pilotage. Et je pense notamment à l'utilisation des fameuses ERP, PGI en français. Le fait d'utiliser un ERP dans une structure fait gagner des gains de productivité de façon assez conséquente. On a encore des structures qui sont encore en mode fichier pour la facturation, pour un certain nombre de sujets. Et là, on a ces pertes de production et puis des risques derrière sous-jacents liés notamment au numérique, à la perte de données. Donc, je ne vais pas me détailler là-dessus, mais la cybersécurité est un sujet important qui est à mettre en parallèle à tous ces sujets-là et qui n'est pas ignoré du tout. Alors, je vais vous demander de passer. Voilà, merci. Donc, pas de transformation numérique réussie sans un minimum d'intégration de l'ensemble de la chaîne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez, dans une entreprise, quelle qu'elle soit industrielle ou pas, avoir une chaîne de production, que ce soit des services ou des produits. Et cette chaîne de production, elle doit être intégrée au mieux et, si possible, automatisée. Aujourd'hui, ça sera difficile d'avoir à 100% automatisé, mais on peut automatiser un certain nombre de petites choses, petit à petit. Alors, la slide suivante. Donc, les points d'achoppement, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est le coût. Parce que forcément, automatiser à 100% un système d'information jusqu'à la chaîne de production industrielle, ça a un coût. Et ce n'est pas un coût anodin. Et puis aussi, il y a une difficulté, c'est la multiplicité des outils, avec parfois des chevauchements sur ceux-ci, notamment sur les PGI. On peut retrouver des applications dans des entreprises qui vont avoir des chevauchements. Donc, ça peut poser un certain nombre de problèmes. Après, ça se gère aussi. On peut avoir d'autres points d'achoppement, comme l'humain. On l'oublie, mais l'humain est extrêmement important. Je vais y revenir. Alors, c'est la suivante. Donc, une des méthodes qui fonctionne aujourd'hui, c'est d'associer à la fois une feuille de route, donc de décrire ce que l'on va faire dans les années qui viennent. Donc là, je parle d'un projet de transition numérique, au sens large du terme. D'impliquer les équipes. Donc j'en reviens à l'humain. Si vous n'impliquez pas les équipes, ça c'est clair, vous aurez des problèmes. Et par petites étapes. Donc faire des itérations progressives. Parce que justement, il faut pouvoir corriger. C'est pas parce que vous avez fait une feuille de route que ça sera pertinent tout le temps. Une entreprise, elle est entre guillemets sur la corde raide, plus ou moins. Elle prend pas forcément des virages à 360, mais parfois à 90. Il faut pouvoir s'adapter en fonction de son marché et autres. Donc ça veut dire qu'un projet de transition numérique doit au fil du temps pouvoir s'adapter en fonction des nouveaux besoins qui apparaissent. Donc il faut pouvoir anticiper, et ça veut dire que le fait de le faire par petites étapes donne beaucoup plus de souplesse, d'agilité, quand même à le reprendre Angelica Calvet, qui est une de mes collègues, que vous connaissez pour certains. Avoir de l'agilité justement sur un projet de transition numérique permet d'avoir un projet qui va mieux réussir sur le moyen et long terme. Parce que l'investissement est lourd, il faut pouvoir le rentabiliser sur une longue durée. C'est au moins 10 à 20 ans. Aujourd'hui, une entreprise qui fait un projet de refonte SI, généralement, elle le fait par petites étapes. Moi, j'ai participé, j'ai vu des projets qui étaient sur 2-3 ans, et en fait, beaucoup finissaient à la poubelle parce que justement, il y avait toutes ces problématiques d'évolutivité, de souplesse, et puis surtout de coût, en fait, à la finale. Alors, je vais vous demander de passer au suivant. Donc, projet de SI, l'initier, c'est bien.
Avoir l'avis de ses pairs, c'est encore mieux. C'est-à-dire que si vous envisagez d'intégrer un outil dans votre environnement numérique au sein de la structure, solliciter tel ou tel parce qu'il a fait la même chose avec un autre outil ou autre, ça peut être intéressant parce que ça va vous permettre d'avoir un avis et de vous forger un sentiment. Donc si on peut le multiplier à loisir, c'est bien. Et l'idée de participer à des réunions d'échange ou autres sur ces sujets-là notamment peut être très productive, très intéressante. Les fournisseurs et prestataires, c'est très important. Pourquoi? Parce que quand vous faites quand vous lancez un projet de transformation numérique, vous n'allez pas le faire tout seul en vase clos. Vous allez faire appel à un certain nombre de fournisseurs, à un certain nombre de prestataires. Ces prestataires, déjà, pour rappel, ils ont une obligation de conseil vis-à-vis de l'entreprise. L'entreprise cliente n'est pas forcément experte sur le sujet numérique. Donc, vous devez imposer cette obligation de conseil, parce que certains l'oublient, à vos prestataires, à vos fournisseurs. Ça, pour ma part, c'est quelque chose auquel je suis très attaché. Et de l'autre côté, il faut collaborer au mieux avec le prestataire, les prestataires et fournisseurs. Ça, c'est très important. Donc, fournir un certain nombre d'informations, naturellement, sous réserve de confidentialité. Et ces échanges-là vont permettre justement d'avoir un projet qui va mieux réussir et avoir moins de problèmes de fonctionnement. Parce que le fait de ne pas donner certaines informations au prestataire ou au fournisseur peut, lui, dans son évaluation ou son offre même, le gêner. Alors, la slide suivante. Alors, transformation numérique, quelle est la bonne recette? En fait, il y a un certain nombre de pistes que j'ai indiquées précédemment qui sont intéressantes, mais il n'y a pas de bonne recette en tant que telle. Ça va être une adaptation par rapport à vos propres besoins, votre propre vision du sujet, comment il doit être intégré dans la structure, mais aussi en intégrant le paramètre humain et tout un ensemble de petits paramètres qui sont spécifiques à votre structure, dont l'organisation. Dans une structure quelconque, quel que soit son domaine d'activité par rapport à une autre, l'organisation n'est pas la même. Donc forcément, il faut adapter. Et la recette, avec les pistes que j'ai données précédemment, elle doit être adaptée. On ne fera pas la même chose dans deux entreprises ayant la même activité. Et ça, vous le savez. Alors, la slide suivante. Et après, j'ai fini. Voilà. Donc, mettez du bon sens au cœur du projet. Si vous mettez du bon sens au cœur du projet, déjà, vous aurez un certain nombre de points d'achoppement, et notamment la problématique humaine, en termes d'adhésion par rapport au projet, en termes de velléité de s'impliquer, etc. pour les collaborateurs. Ça va favoriser un peu tout ce projet de transformation numérique. Et je dirais que ça sera plus simple pour vous, il y aura moins de crises, parce qu'un projet de transformation numérique parfois amène des crises. Hein. Les gens ne sont pas d'accord, n'acceptent pas les outils et autres, et c'est une vraie problématique. Donc je pense que certains l'ont vécu et pourront en témoigner. Voilà, j'ai fini. Merci Frédéric. Alors, on avait une petite question, je crois que c'était quand il y a eu la slide, c'était celle d'avant, voilà, sur le BIM. Est-ce que le BIM, c'est bien Building Information Modeling? On nous demande dans le chat. Oui. Oui, voilà. Building Information Model, oui. Alors, voilà. Peut-être qu'on peut faire une rapide et pas trop technique explication des différents outils qui ont été présentés sur cette slide-là, parce que c'est peut-être très technique pour certains, pour que tout le monde puisse avoir le même niveau de compréhension. Alors, pour la compréhension, si vous avez des terminologies qui sont, et notamment dans le numérique, on a un vocabulaire qui est très riche et en plus qui emploie beaucoup d'anglicismes. Moi, je vous renvoie à Wikipédia. Sur Wikipédia, vous avez énormément de terminologies liées au numérique qui sont explicitées clairement en français. Donc déjà, ça peut vous aider, parce que c'est vrai que c'est pas forcément simple. Souvent, quand j'emploie un certain nombre de termes, mes interlocuteurs me disent « c'est du chinois ». Et je suis tout à fait sur la même longueur d'onde.
Donc après, il faut prendre le temps d'expliquer. L'IA, c'est l'intelligence artificielle. Ça, vous en avez tous plus ou moins entendu parler, notamment dans les médias. Le BIM, Building Information Model, c'est le fait de construire un bien immeuble ou meuble, donc un immeuble ou une machine, avec un modèle numérique. Le jumeau numérique, en fait, c'est la construction finale en utilisant éventuellement le BIM, et ça permet de virtualiser l'objet et de voir son fonctionnement de façon virtuelle. Exemple très concret, les derniers sous-marins construits par la DCNS ont été notamment développés avec le BIM, adapté à l'industrie, et le jumeau numérique, pour pouvoir valider certains concepts, et notamment le fait que les marins, les sous-mariniers puissent être à leur poste et utiliser les équipements sans gêne, avec la meilleure efficacité possible. Donc l'impression 3D, vous en avez entendu parler, la robotique aussi, CAO, conception assistée par ordinateur. Ça, c'est des terminologies qui sont utilisées depuis pas mal d'années, je crois maintenant, donc je n'ai pas besoin forcément de détailler. Voilà. Ok, merci Frédéric. Oui, n'hésitez pas dans le chat si jamais il y a des choses, voilà, s'il y a des mots qu'on utilise et qui ne sont pas forcément clairs. Alors, moi, j'avais quelques petites questions. Vous parliez d'automatisation des petites choses. Par quoi on peut commencer justement quand on veut commencer à automatiser? Quelles sont ces petites choses? Voilà, s'il y avait des conseils, même si c'est différent pour chaque entreprise, j'imagine. Ah, question piège. Je pense qu'il faut essayer d'automatiser ce qui est le plus chronophage et le plus facile à faire. C'est-à-dire que dans l'organisation, il faut lister les activités, les tâches. Il faut les lister, il faut les décrire. Donc ça nécessite une bonne connaissance des processus d'organisation, de production. Il y a des méthodes pour ça. Je pense au BPM, par exemple. Business Process Model, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, ça va permettre de définir la priorité sur les tâches qu'on va pouvoir automatiser, parce que vous ne ferez pas l'automatisation de tout d'un coup. Ça, c'est pas possible. Il y en a qui l'ont cru et qui s'en sont mordus les doigts. Aujourd'hui, on ne peut faire que les choses au fur et à mesure, et vu ce qu'on a à gérer, en général, ça prend énormément de temps. Donc, faut les lister, faire des priorités, et puis faire là où déjà on peut avoir, on va dire, le meilleur rapport gain, coût, investissement, et avec le plus de facilité au possible. D'accord. On nous propose la gestion des mails dans le chat. Alors, c'est ça, la gestion des mails? Dans l'entreprise, dans l'organisation, oui, c'est un point important. Pas plus tard que ce matin, j'avais un échange téléphonique et on m'évoquait une personne qui avait 300 mails par jour à gérer, ce qui est énorme. Moi, je me retrouve avec, on va dire, entre 10 et 20, voire 30 mails par jour à gérer. Parce que vous avez mis en place quelque chose pour faire un tri en amont J'ai automatisé le pré-traitement de mes mails, tout simplement. Et tous les outils de base de messagerie permettent en principe de le faire. D'accord, très bien. Et alors, on a eu une question dans l'onglet questions. Donc, quelqu'un qui a suivi tout ce que vous venez de dire, Frédéric. Comment faire quand des membres de l'équipe refusent la digitalisation des tâches? Alors, Frédéric ou les autres aussi, hein, vous pouvez réagir parce que je vois beaucoup de sourires parmi nos intervenants. Je pense qu'il y a des situations qui évoquent du vécu. Moi, je l'ai déjà vu sur des projets où, en tant que professionnel du numérique, on voyait des usagers, des utilisateurs complètement réfractaires. Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a le premier, il faut tenir compte du fait qu'aujourd'hui, on a plus d'un quart de la population qui est en difficulté d'usage face au numérique. Mais en fracture numérique, on entend parler beaucoup de ça. Donc, les problématiques d'inclusion dans l'entreprise, il faut les accompagner. Alors, je dois reconnaître que en disant ça, c'est facile, parce que à la base, c'est plus un sujet d'éducation et de professionnalisation. Donc, il y a tout un travail à faire qui a été commencé, mais il faut aller jusqu'au bout du sujet, et notamment côté éducatif,
pour accompagner nos concitoyens à développer leurs usages et leurs compétences. Après, il y a la question du projet en lui-même, de l'acceptation du projet et de l'implication dans le projet. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment ce pilotage humain sur le projet en impliquant le management et les collaborateurs. Et après, je laisserai les autres intervenants parler, qui permet justement de... Parce qu'ils ont des choses aussi à dire et ils peuvent apporter des choses au projet. Et ça les valorise. Donc, avoir des personnes dans des entreprises qui ont un effectif un peu conséquent, des personnes qui sont des points clés par rapport à un projet de transformation numérique, par exemple, ça peut être un vecteur de promotion du projet, ça peut être un vecteur de réussite du projet. Oui, réussir en fait à faire la transformation aussi sur le volet humain, en fait, que les personnes s'approprient les outils mis en place. Il n'y aura pas de réussite du projet de transformation numérique sans volet humain. Ok, merci Frédéric. Peut-être Olivier, des réactions à tout ce que Frédéric vient de nous dire, et puis voilà, compléter le panorama qui a commencé à être dressé. Non, je pense que, pardon, excusez-moi, je pense qu'il a dit que la vérité, que des choses vraies. Moi, j'ai vécu... Il a dit des choses fausses, on a le droit de le reprendre aussi. Donc moi, j'ai travaillé dans 2 groupes aéronautiques et ce qu'il a décrit, je l'ai vécu au niveau de 2 chaînes numériques. Dans le premier groupe où j'ai travaillé, c'était plutôt la chaîne de conception du produit. Donc j'ai commencé dans un bureau d'études où il y avait des tables à dessin, où un client a commencé à introduire la CAO dans ses bureaux d'études et nous, 2 ans après, on n'avait plus de table à dessin, on n'avait que des écrans. Et il a fallu s'adapter aux besoins du client. Il a fallu construire chez nous une chaîne numérique, relier nos écrans aux machines de production, donc programmer des machines, des fraiseuses ou des tours. Et tout ça se fait pas à pas. Ça a pris plusieurs années. On ne fait pas ça en claquant des doigts. Surtout, moi, j'appuierai sur un fait, c'est lorsqu'on fait une transition numérique comme ça, c'est ne pas oublier la formation des gens. On a des couacs souvent parce que on a les outils, on a investi dans des outils très très chers, mais on les utilise mal parce que les gens ne sont pas formés à un certain nombre de méthodes. Il faut que tout le monde travaille de la même manière. Donc la formation est un volet important dans la transition numérique. L'autre chose, ça je l'ai vécu dans mon 2e groupe aéronautique, lorsqu'on est dans une chaîne tout numérique, de la conception jusqu'à la production d'un produit, ne pas oublier des boucles de contrôle. Le produit en numérique, c'est le modèle référence et qui va servir de référence jusqu'à la sortie finale du prototype et la production en série. Et la moindre erreur dans la conception, dans la première phase qui est la conception, comme c'est la référence, on traîne cette erreur tout au long de la conception du produit. Et je me suis retrouvé il y a quelques années avec le bureau d'études d'un client qui avait fait une erreur de conception sur un sous-ensemble avion. Donc ce sous-ensemble, on l'a industrialisé, on a industrialisé toutes les pièces, on a produit le prototype. Le prototype a été déclaré bon par rapport au modèle numérique, qui était lui faux. Et quand on a monté le produit sur l'avion, le produit ne se montait pas. Donc ça a été plus de 6 mois de travail qui ont été jetés à la poubelle. En termes d'impact financier, j'ose même pas imaginer pour l'entreprise ce que ça a pu... Donc déjà, il a fallu démontrer que ce n'était pas moi, le fournisseur, qui s'était trompé. Donc il a fallu remonter toute la chaîne numérique pour trouver l'erreur, qui était vraiment une erreur minime. C'était une erreur à la première phase de conception. Donc ce que je dis, ne pas oublier les boucles de contrôle à chaque étape. C'est très très important. Et ça, ces boucles de contrôle, est-ce qu'elles sont numériques ou elles sont humaines, justement? Est-ce que ça demande, c'est souvent la question qu'on a, est-ce qu'un jour la machine va remplacer l'humain? Il y a les deux, on peut avoir les deux. Aujourd'hui, on peut faire des boucles de contrôle entre le physique et le numérique grâce aux jumeaux numériques. Ça, c'est au niveau de l'usinage, par exemple, de l'impression 3D.
ou de la robotique. Mais ensuite, au niveau de la conception sur CAO, les boucles, c'est de l'humain, quoi. Voilà, il faut vraiment vérifier la conception du produit, quoi. Voilà. Ok. Alors, et ensuite, dans ma deuxième vie dans l'aéronautique, j'ai travaillé sur la deuxième chaîne numérique, la chaîne qui est l'ERP. Et là, pareil, on avait un superbe ERP qui ne fonctionnait pas. Pourquoi? Parce que les gens n'avaient pas été formés. Donc, chacun travaillait à sa manière et de son côté. Les commandes n'étaient pas rentrées par les personnes de la même manière. Les gammes n'étaient pas faites de la même manière par tous les gens du service méthode. La production n'utilisait pas le RP, chaque atelier n'utilisait pas le RP de la même manière. Donc, en fait, le RP, à part, c'était, oui, bon, mais on rentre les données dedans parce qu'il faut le faire. Voilà. Et donc, on a pris module par module et on a automatisé un certain nombre de tâches. On a formé les gens pour qu'ils travaillent tous de la même manière pour, au bout du compte, arriver à ne plus rentrer des commandes à la main, rentrer des commandes en automatique à partir de fichiers rentrés par les clients. Donc, on rentrait des commandes en temps et en heure et puis en retard et avec les bonnes données. Et ensuite, on a fiabilisé toutes ces données en travaillant de la même manière pour que la production puisse s'appuyer sur le RP pour produire en temps et en heure et ne pas livrer nos clients en retard. Et la dernière étape, j'ai quitté ce groupe à ce moment-là, la dernière étape a été la digitalisation de toutes les documentations que l'on pouvait avoir en atelier. Donc, les gammes papier n'existaient plus, c'était sur des tablettes. Au service contrôle, il n'y avait plus de plan de contrôle. Les contrôleurs remplissaient des données sur des tablettes, sur la tablette. Donc, de par ce moyen, on avait éliminé tous les papiers durant toute la chaîne de production du produit. Le souci autour de ça, lorsqu'on utilise tout, on numérise tout, le souci, c'est la sécurité des données. Ne pas mettre de côté la cybersécurité. Il est très, très important d'avoir un système informatique où on est très, très bien protégé. Donc, de s'appuyer sur son fournisseur informatique pour avoir le bon matériel et les bons logiciels pour se protéger. Moi, c'était une PME de 150, il y avait à peu près 150 personnes. Comme les grands groupes, on a subi des cyberattaques. Donc, il faut se préparer à ce genre de choses et de plus en plus dans l'avenir. Voilà. Oui, ne pas laisser son système ouvert à tout le monde. C'est ça. Alors, on aura un webinaire le 21 juin spécifique sur le RGPD et la cybersécurité. Mais en effet, c'est ce qu'on a déjà répété. Hein. On a déjà fait des webinaires sur ce sujet. Les TPE-PME ne sont pas du tout épargnés. On pense que les cyberattaques touchent souvent les grands groupes et on se dit, moi, je suis épargné dans ma petite PME. Pas du tout, en fait. Et il faut aussi, en effet, se protéger et mettre des choses en place. J'ai un client que je ne citerai pas, qui, il y a 15 jours, donc aujourd'hui, je travaille dans un centre de formation. Je m'occupe de formation technique. Et il y a 15 jours, il y a un client, je n'ai pas pu le joindre pendant 10 jours. Quelqu'un d'assez reconnu sur le marché en français. Il a eu une cyberattaque. Impossible d'envoyer des mails. Ils ne pouvaient plus nous envoyer de mails, mais pire que tout, ils avaient leur téléphonie sur IP, donc sur réseau informatique. Tout est tombé. Donc, blackout pendant une dizaine de jours avec ce client. Et production, bien entendu, bloquée. Oui. Donc, voilà, la cybersécurité, c'est quelque chose de très, très important. Et si vous me permettez, j'ajouterai juste un mot. Une petite TPE peut être ciblée parce qu'elle est fournisseur d'une grande tout à fait. Industrie dans l'aéronautique, et notamment en ce moment l'aéronautique militaire. Et donc, du coup, peut être ciblée pour une attaque par rebond. Voire l'attaque d'un de ses fournisseurs, service informatique par exemple, un logiciel en mode SaaS, et elle-même est atteinte, pourra ensuite attaquer son client. On peut bloquer des chaînes de production comme ça chez les donneurs d'ordre. Voilà. Oui, et ça peut. Il y a des entreprises, j'imagine, qui n'y survivent pas, hein, comme ça, 15 jours de blocage
surtout à la sortie de crise qu'on est en train de vivre en ce moment, plus la crise en Ukraine. Enfin, il y en a qui s'en relèvent pas, j'imagine. Hein. C'est le risque. C'est inquiéter tout le monde, mais voilà, il faut faire attention et dès le moment où on commence à penser sa transition numérique, en fait, il faut aussi penser à sa cybersécurité. Sa cybersécurité et à la sauvegarde de ses données pour pouvoir redémarrer le plus vite possible. C'est ça. Alors, on a une question dans le chat. Pour la validation step by step, donc pas à pas, pour ceux qui demandent les traductions en anglais, pour la conception, c'est plus du ressort du département qualité. Est-ce qu'il existe une digitalisation de la qualité? Alors, je ne suis pas tout à fait sûre, moi, de saisir les subtilités de la question, mais peut-être que les professionnels autour de la table peuvent y répondre. Aujourd'hui, la qualité, elle intervient tout au long de la chaîne de conception jusqu'à la production d'un produit. C'est pas elle qui contrôle, mais c'est elle qui vérifie que les bonnes procédures ont été appliquées pour passer à l'étape suivante. D'accord. Donc, typiquement, dans l'exemple que vous donniez, il y a eu un problème au niveau du département qualité. Oui, le modèle numérique final n'a pas été validé correctement. D'accord. Il y a un autre point important, c'est que le numérique permet d'historiser plus facilement et d'avoir une meilleure traçabilité. Encore faut-il savoir bien l'utiliser et à bon escient. Donc, faut faire la part des choses. Mais le fait d'avoir de l'information, si elle est exploitée correctement, justement, permet d'avoir un suivi historique sur les qualités de production, etc. Ok. Alors, il est 14h40. On va laisser les témoignages de nos autres chefs d'entreprise présents se faire. Et puis, on gardera un dernier petit quart d'heure à la fin pour les éventuelles questions-réponses. Je vous rappelle, n'hésitez pas à les poser dès maintenant dans l'onglet questions. Donc, je ne sais pas qui veut commencer. Laurent, peut-être, qui nous a rejoint entre-temps. Oui, si vous voulez. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que je ne vais pas dire de bêtises, étant donné que je n'étais pas présent depuis le début. Je ne voudrais pas contrarier ou contredire un des précédents intervenants. Donc, je m'appelle Laurent Roy. Je suis à la tête de 3 entreprises. Une qui s'appelle Prototype, qui fait des machines spéciales pour le monde de l'industrie, essentiellement des machines robotisées. Une autre qui s'appelle Innov'Décor, qui est une entreprise industrielle qui fait du décor sur verre. Et pour finir, une entreprise qui s'appelle APLV, qui est une société, une entreprise adaptée qui emploie des personnes en situation de handicap. Donc, la numérisation de l'entreprise, c'est quelque chose dans lequel on baigne et on vit tous les jours. Pour être court et concis sur le sujet, l'ERP, nous avons une ERP. Aujourd'hui, nous travaillons sur une ERP qui s'appelle Dolibar, qui est un logiciel entre guillemets en open source. En open source ne veut pas dire gratuit, parce qu'il y a toujours beaucoup de développement à faire là-dessus. Concernant, on a un ERP qui gère l'intégralité des sociétés. Donc, Dolibar a une base, comme tout ERP, a une base commune à toutes les entreprises. Et on va gérer de l'ordre de fabrication en passant par la facturation, le commerce, la gestion de stock et autres. Alors, présenté comme ça, c'est quelque chose qui paraît super sexy et s'il y a des chefs d'entreprise derrière leur PC qui disent « j'ai pas encore mon ERP et ça a l'air trop cool, je voudrais en avoir un », l'accouchement de tout ça se fait quand même avec les forceps, hein, mais des bons gros forceps. Hein. Le premier ERP, on l'a développé sur la première initiation à l'ERP, on l'a faite à l'époque sur Prototype. Donc, je rejoins ce qui a été dit, ce que j'ai pu entendre, hein, c'est-à-dire qu'on pense souvent à l'outil, mais en fait, l'outil n'est que la conséquence d'une organisation qui doit être faite au préalable. Et ça, c'est capital. Et moi, le premier, j'étais un peu réfractaire quant à la rédaction d'un cahier des charges, quant à l'organisation interne de nos activités. Mais cependant, force est de constater qu'il est important de travailler là-dessus. Après, dans la vie de l'ERP, on va faire des pas en avant, des pas en arrière. Le tout, c'est qu'il y ait plus de pas en avant que de pas en arrière. À des moments, on est passé par des phases où on s'est dit, est-ce qu'on a choisi le bon ERP ?
À ce moment-là, je pense qu'il est important, sans pour autant être buté, mais de s'observer. Ce qui est compliqué, c'est de trouver le bon interlocuteur, le bon professionnel capable de vous accompagner sur le développement et par rapport à vos besoins. Voilà, ça c'est important. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plutôt rentré en cours chez nous, mais c'est un sujet qui est toujours ouvert. Hein. Je vous dis, ça fait 4-5 ans que l'on est sur le dossier ERP et on ouvre des briques tous les ans, on ouvre une brique supplémentaire. On a la chance aujourd'hui d'avoir trouvé une personne qui sait nous faire des développements spécifiques sans pour autant aller trop dans le spécifique parce que ça pose des problèmes d'évolutivité dans le temps. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui prend plutôt un bon chemin, même si aujourd'hui, alors de manière plus générale, hein, on parle d'intelligence artificielle. Je ne sais plus si c'était Jean Audiard ou Coluche qui faisait une blague sur l'intelligence où il disait que les personnes en Vendée n'avaient pas un échantillon sur eux. Mais il y a beaucoup de termes qui sont galvaudés, c'est-à-dire que comme l'usine 4.0, l'usine du futur, je pense que quand on regarde nos usines et les miennes en particulier, hein, déjà si on faisait l'usine actuelle et moderne, ça serait déjà pas mal, avant de parler de l'usine du futur. Voilà. Dans les activités de prototype, fabricants de machines spéciales, on touche des petites PME comme des grands groupes et on se rend compte que globalement, même des entreprises qui font beaucoup de com là-dessus, hein, je les citerai pas, mais des géants, des multinationales qui sont au CAC 40, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'opérations de communication autour de tout ça. Et quand on gratte un petit peu le vernis, c'est pas très, très joli derrière. Voilà. Alors, certainement, vous me présenterez des sujets contradictoires par rapport à mes propos. Mais voilà, quand on vend une machine spéciale robotisée avec 12 robots, dans une grande entreprise, que le client, au moment du cahier des charges, vous dit oui, mais il faut que ça soit connecté à mon MES qui va lui faire ses retours de production. Mais on prend tous les choix possibles et imaginables pour que le matériel soit compatible. Mais pour autant, derrière, le jour où il faut brancher le câble, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose et il ne va pas récupérer les données. Et au final, ça va être une machine comme une machine lambda dans son atelier. Donc voilà, ça fait partie des retours terrain et expériences que l'on peut avoir. C'est pas pour autant qu'il faut pas le faire. Moi, par exemple, chez Innov Décor aujourd'hui, mes machines sont prêtes à communiquer, à incrémenter de la base de données. Après, il faudra la traiter et l'analyser. Si on la traite et qu'on l'analyse pas, ça sert à rien. Pour vous donner un exemple concret, donc nous, entreprises industrielles, nos contrats énergie, gaz et électricité sont arrivés à échéance le 28 février, ce qui est une période de cette année, qui était une période exceptionnelle pour renégocier un contrat de gaz, où les opérateurs ne voulaient même plus vous faire une offre, en pleine déclaration de la guerre en Ukraine. Donc, à ce moment-là, on est rentré, nous, dans une sorte de guerre de l'énergie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait combien on achète l'énergie, et chaque kilowattheure économisé est quelque chose d'hyper important pour nous. Et quand on parle de digitalisation, de numérisation de l'entreprise, le sujet de l'énergie en est un exemple parmi tant d'autres, mais dans lequel on a mis les mains dans le cambouis et on a accéléré tous nos développements parce qu'on avait cette forte pression en termes de prix sur le dos. Et déjà, la première difficulté, quand tout à l'heure on parlait d'usine 4.0, pour analyser de la donnée, il faut collecter la donnée. Donc notre usine aujourd'hui fait 16 000 m², 120 mètres de long, 120 de large. Donc, à partir de là, plus un peu d'étage, à partir de là, déjà, comment transitent les données? Et le premier frein, c'est déjà un frein d'infrastructure. Donc, avoir une infrastructure à la hauteur de ce que l'on veut déployer par le futur. Et c'est pas facile parce qu'il faut avoir la capacité de stratégiquement savoir où on veut aller, sans pour autant toujours savoir comment on va le faire. Donc, et de prévoir ces éléments-là. Donc, du reporting, du retour. Maintenant, quotidiennement, j'ai un retour sur nos consommations énergétiques, que ce soit gaz, électricité. Et en fait, on a découvert que rien qu'en faisant le bon sens paysan, hein, il faut un bon sens paysan derrière tout ça. Derrière la numérisation, il faut toujours un bon sens paysan. Rien que là-dessus, on a diminué de plus de 30% toute notre Alors, ça ne veut pas dire qu'on est bon, ça veut dire qu'avant, on était sacrément mauvais. Mais que le fait d'avoir un retour sur ces analyses-là
ça nous a permis justement de grandir et de développer notre activité. Donc voilà, je ne veux pas être plus long parce que je ne veux pas vous assommer d'un long monologue. Si vous avez des questions, je suis tout à fait à votre disposition. Mais ouais, l'usine numérique, c'est cool. Là, mon objectif du prochain mois, c'est de supprimer le vieux planning chez Innov Décor avec des petites étiquettes, vous savez, que l'on coupe et où je me suis rendu compte que mes collaborateurs, quand ils sont d'un côté de l'usine, prennent en photo le planning pour pouvoir le consulter de l'autre côté de l'usine. Donc, ce qui n'est pas très interactif. Voilà. Merci Laurent pour votre témoignage et cette dernière petite anecdote qui me fait sourire. Mais c'est intéressant parce qu'on voit avec tous vos témoignages que la numérisation, la digitalisation de l'industrie, c'est pas forcément que au niveau des machines, au niveau de la production, c'est aussi au niveau du traitement des données, de l'analyse de nos données. Et peut-être qu'on va le voir du coup avec François et Franck, mais ça va être aussi comment faire le lien avec ses prestataires, avec ses fournisseurs. Donc peut-être on peut enchaîner là-dessus, voilà, puisque donc François et Franck, vous chez Safecaddy, vous ne produisez pas en direct pour le moment. Je vais peut-être vous laisser présenter. Franck, je te laisse démarrer. On remonte la chaîne depuis la prod et puis on finira par le commerce. Ça te va? Ou tu veux qu'on fasse l'inverse? Ah, Franck, le micro est coupé. Il faut juste le réenclencher en bas. Pardon, ouais, je te laisse commencer François et je reprendrai la suite pour la partie technique. Bon, donc je vais rapidement vous expliquer qui on est. Donc Safecaddy a été créé en octobre 2019, donc on est tout jeune. On était distributeur exclusif du produit Safecaddy sur le territoire français et on est en train en fait de racheter le projet à son concepteur allemand. On a rapatrié la fabrication sur le territoire girondin et donc on est dans une phase de démarrage qui nous oblige du coup à digitaliser un maximum de choses parce que comme on n'est que deux, Franck et moi, il faut que la digitalisation nous aide pour qu'on arrive à tout faire ce que le marché, les clients, les fournisseurs nous demandent. Donc, précédemment, au tout début, Safecaddy avait uniquement un CRM, donc un outil de gestion de la donnée client qui gérait globalement les données clients, c'est-à-dire les coordonnées, donc coordonnées téléphoniques, adresse mail et puis point barre. Quand j'ai démarré l'activité, je faisais les devis à la main, je faisais les factures à la main et puis voilà. On est passé dans une phase où par le rachat donc du projet et son rapatriement sur le territoire girondin, on a une obligation du coup d'augmenter la numérisation de l'aspect commercial et surtout son lien avec l'aspect technique dont Franck vous parlera juste après. Donc, on est passé d'un CRM à un ERP. Alors, je ne sais plus quel est son nom parce que moi, je ne suis pas un geek, hein, je suis un technique, chef d'entreprise technique commercial, mais pas informaticien. Donc, j'utilise et je suis un utilisateur assidu et comme le disait Olivier, je fais ce qu'il faut faire. Voilà, j'ai été formé, heureusement, et on fait les tâches qu'il faut dans le RP pour que globalement, il soit en lien avec la technique derrière. Donc, au niveau commercial, on a digitalisé la relation client. On a aussi digitalisé les demandes entrantes venant du site interweb, qui est un adhérent CPME qui s'appelle IA Group Manage. Alors François, ça coupe beaucoup. Moi, je vous entends plus du tout. Eric Garletti et Jérôme Lib. Ça revient. Donc, ce qui nous permet en fait d'avoir des demandes. Ah, pardon.
Bah, t'es où du coup Il y a beaucoup d'interférences, peut-être couper la caméra pour qu'on t'entende mieux. D'accord. Ok, je coupe la caméra. Est-ce que tu m'entends mieux comme ça du coup? Ça a l'air d'être beaucoup mieux, oui. D'accord, ok. Bon, pourtant je suis en 4G, donc sur mon téléphone, mais bon, peu importe. Donc oui, on a digitalisé la relation client. Notre site internet est relié, donc on a des demandes entrantes qui arrivent directement depuis le site internet et qu'on sait traiter digitalement. Et on a aussi digitalisé l'action commerciale par l'envoi à travers une plateforme d'envoi de mail automatisé pour donc générer des scénarios d'envoi de mail de façon à pouvoir avoir du lead entrant en masse. Et on a aussi digitalisé notre action sur LinkedIn avec un outil, encore une fois, qui est porté sur le web et qui permet de faire rentrer du lead qualifié de gens qui ont des besoins dans notre domaine d'activité. Et tout ça, en fait, à terme, ça va rentrer dans le RP pour être traité directement, quoi. Voilà. Alors, cette phase-là est encore en cours. Et du coup, de l'autre côté de l'ERP, il y a la prod et je laisse la place du coup à Franck. Donc, Franck Galasso, merci François. Et je remercie aussi les premiers intervenants pour la richesse des données qui nous ont fait part. Je fais juste une parenthèse pour me présenter. Donc, j'ai travaillé 15 ans dans la maintenance industrielle au niveau local, régional et national. Et 12 ans dans la prévention des risques en tant que QHSE. Franck, si tu peux parler un tout petit peu plus fort, parce que là, on nous dit dans le chat qu'on t'entend très peu. Ok. Du coup, j'ai eu la première expérience au niveau de la digitalisation pour une institution qui travaillait sur la métropole, en Outre-mer et à l'étranger, ce qui permet à n'importe quel endroit de pouvoir entrer des données en fait de process, des gammes, les pièces d'appro, et ce qui était fait sur le véhicule. C'est-à-dire qu'en France, en Outre-mer, on pouvait regarder soit par plaque d'immatriculation le suivi du véhicule, soit par gamme de véhicule, ou tout ça. C'était vraiment une machine énorme et très intéressante pour travailler. La deuxième expérience, c'était sur un atelier de fabrication que j'avais. On a mis en place en fait des process de digitalisation. J'avais certains de mes collaborateurs qui me parlaient de la boîte en fer. Donc c'était pas gagné. Mais du coup, dans la digitalisation, on a mis beaucoup d'humains. On a accompagné ces personnes, ils ont bien compris l'intérêt qu'ils en avaient et l'intérêt commun de faire avancer dans cette voie. Et ça a été bien pris à la base. Pour en revenir du coup à Sefcadi, en plus du CRM, on a souhaité pouvoir suivre nos matériels au numéro de série. Vu qu'on a beaucoup de configurations possibles, que ce soit les roues, la couleur ou autre, ça nous permet assez rapidement de suivre toutes ces données et de pouvoir répondre à nos clients avec vraiment leur matériel. On se sert aussi de la digitalisation pour l'impression 3D pour notre recherche et développement pour les matériels à venir. On se sert de la digitalisation encore pour on fait de la prestation de services, documents uniques, ce type de choses liées à la santé, sécurité au travail, l'incendie, pour permettre de la donnée qui soit accessible à tout le monde. Et je ne sais pas s'il y a des questions particulières. Il n'y a pas de questions pour l'instant. J'ai interpellé. Voilà, si jamais il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas.
Là, ce qui est intéressant aussi avec l'exemple de Seyfiadi, moi je trouve, c'est en fait, c'est un peu double charge pour les entreprises industrielles, si je peux dire ça, parce que vous avez la problématique du coup de la digitalisation à proprement parler de votre activité industrielle, et puis vous avez aussi toutes les autres problématiques que rencontre n'importe quel autre chef d'entreprise, donc ce dont parlait François au niveau de la commercialisation, du site internet, d'un CRM. Donc ça aussi, c'est voilà, à bien anticiper au moment où on veut faire sa transition numérique, j'ai l'impression. Et surtout, comme le disaient Frédéric Libaud et Laurent Auroy, il faut choisir le bon partenaire. Oui. Parce que la mise en place de ces outils-là, c'est effectivement, c'est une machine de guerre, quoi, après. Oui, si c'est bien ça. utilisé, si c'est bien paramétré, si c'est bien utilisé, et si on est bien... Ah, on a perdu François. La liaison est un peu hachée. Ouais. Oui, mais c'est ça, il faut choisir le bon prestataire. Vous, Laurent, Ouais. du coup, vous avez été accompagné dans le choix de ces outils. Vous avez fait ça tout seul. Comment ça s'est passé? En fait, on a fait intervenir plusieurs personnes. On s'est fait un peu notre propre avis là-dessus. Alors bien sûr, il y a des grands noms, SAP, des grosses sociétés, mais nous, on n'est que des petites PME, donc la machine nous semblait un peu grosse. Et puis, pour avoir des logiciels de SAO comme SolidWorks ou autres, on sait à quel point aujourd'hui il est désagréable d'être cadenassé et d'être vraiment pas du tout libre avec une solution d'éditeur. Donc nous, notre choix, c'est porté vers le logiciel libre. Et ce que je disais tout à l'heure, donc là, il y a des personnes qui nous ont aidés à faire le cahier des charges. Alors ça, on en trouve pas mal. On trouve pas mal de personnes pour nous aider à faire ça. Certaines plus ou moins pertinentes d'ailleurs, qui s'inventent assez spécialistes là-dedans alors qu'elles ne le sont pas du tout. Ce qui est compliqué, c'est toujours pareil, c'est-à-dire avoir des conseils pour de bonnes pratiques, on arrive à trouver des gens, mais c'est après quand il faut mettre les mains dans le cambouis. C'est un mécanicien qui vous dit ça. Donc, il faut trouver la compétence spécifique liée, pérenne, liée au logiciel que vous souhaitez développer. En particulier, moi, je n'ai pas de tatouage Jolibar sur l'épaule, et il existe d'autres très bonnes solutions. Mais en fait, là où notre vie a changé, c'est le jour où on a trouvé l'informaticien qui n'est pas en interne dans la société. Je pensais même le recruter, mais qui n'est pas en interne dans la société, ce qui est plutôt bien, qui a son compte, qui s'est pris d'amour pour ce logiciel-là et qui aujourd'hui nous fait ses développements spécifiques, tout en étant honnête dans sa démarche. C'est Frédéric qui disait ça tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment, la personne se dit être spécialiste. Elle peut vous empapaouter sans aucun problème, mais c'est là où il y a une notion de relation de confiance et de sérieux de la personne qui est en face de vous. Mais je présume que c'est un peu toujours la même chose quand il s'agit de consultants en face. Voilà. C'est un métier. Hein. Le métier consultant, c'est aussi un métier. Certains en usent et en abusent. Oui, la relation de confiance, c'est très important. C'est pour ça qu'aussi le fait d'avoir l'échange avec les pairs, et on le perçoit sur un certain nombre de sujets, pas que sur la transformation numérique, ça permet en fait d'asseoir certains choix, éventuellement les réorienter, parce qu'on s'aperçoit que ce qu'on envisageait n'est pas forcément la bonne solution, la bonne approche. Je rappelle, le prestataire a une obligation de conseil vis-à-vis de son client. Généralement, les clients l'oublient ou en ont pas conscience. Et ça, jusqu'au tribunal, ça peut être quelque chose de rappelé, et ça a été rappelé d'ailleurs par la jurisprudence. Et ça a permis à un certain nombre d'affaires, soit d'être jugé dans un sens, soit d'être jugé dans l'autre. A contrario, le client a une obligation de collaboration. Ça veut dire qu'il doit fournir au mieux les informations nécessaires à son prestataire pour pouvoir lui permettre de travailler correctement, de prendre en compte les demandes du client. Alors, il y a le cahier des charges et au préalable, il y a l'expression de besoin.
Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. L'expression de besoin, c'est pas quelque chose de technique, c'est quelque chose qui formalise un besoin par écrit et sur un sujet bien précis. Et donc, forcément, un projet de type PGI, ERP, comme c'est très transverse, on est sur de multiples expressions de besoins. Et le cahier des charges va faire la synthèse de ces expressions de besoins-là. Et le cahier des charges, ensuite, sera associé, donc adossé au contrat avec le planning de réalisation, qui fera éventuellement l'objet d'avenants, parce qu'il y aura au fil du temps des évolutions, des modifications. C'est pour ça que l'échange est très important. Un projet de transformation numérique, c'est pas un projet qu'on fait en une fois, c'est un projet tout le long de la vie de l'entreprise. Et c'est un projet qui vient s'accoler à la stratégie de développement en fait, de l'entreprise et qui doit avancer en même temps, quoi. Et la stratégie, c'est vraiment le sujet central. C'est-à-dire que si le dirigeant et ses équipes ont une stratégie, en adossant à la fois les innovations technologiques, numériques, l'évolution aussi des marchés, notamment l'évolution de la demande des consommateurs et autres, comme on le voit aujourd'hui où c'est le grand chambardement parce qu'on se rend compte que produire en Chine, ça va plus du tout et du coup il faut rapatrier les productions en France. Tout ça fait que... Il y a des enjeux, ok. Mais oui, pour revenir peut-être sur le... que tout ça fait que... Oui, vas-y François. Je confirme que tout ça fait que, effectivement, il faut digitaliser. Oui, forcément. On est dans un monde aujourd'hui où c'est compliqué de faire totalement sans la digitalisation. Je pense que c'est même plus possible aujourd'hui pour une entreprise de faire sans. Si vous me permettez, si vous me permettez, je crois exemple. Pardon. Si vous me permettez, l'autre jour, je lisais quelque chose. Alors, j'ai pas vérifié mes sources et j'ai peur de passer pour un ignorant. Je lisais un article qui disait que à l'époque, Gutenberg a inventé l'écriture parce qu'il n'avait plus assez de moines pour faire la copie des œuvres, suite en particulier à l'épisode de la peste. Alors, si peste égale Covid, on peut se transposer aujourd'hui et l'automatisation va se nicher dans l'organisation. C'est certes dans la production, mais aussi dans l'organisation de chacun. Donc déjà, si on fait le bilan de nos journées, de tout ce que l'on fait qui ne sert pas à grand-chose, on va bientôt travailler à mi-temps. Hein. Mais ce serait intéressant d'avoir les chiffres par rapport au Covid, je rebondis là-dessus, mais les entreprises qui ont le mieux survécu, on va dire, suite à cette crise, est-ce que ce sont les plus digitalisés ou non? Je n'ai pas les chiffres, mais j'irai les chercher. Si quelqu'un les a, n'hésitez pas. Alors, j'ai pas d'éléments pour ma part. Par contre, le niveau de digitalisation va être très variable en fonction des organisations. Et c'est pas parce que vous êtes une très grande structure que vous avez soi-disant un niveau assez élevé de digitalisation que vous en sortez mieux. Et je vois là, il y a une question de Chantal Sergent. Oui, voilà, j'allais y venir. C'est vrai que cette histoire des mails a intrigué beaucoup de gens. C'est très simple. Vous avez dans la plupart des clients de messagerie, donc des logiciels qu'on a sur son ordinateur, par exemple, la possibilité d'étiqueter chaque mail. Donc, ça passe par le biais de systèmes de règles. Et il suffit de créer des règles et de créer des étiquettes et d'appliquer à chaque mail entrant, par exemple, une étiquette. Alors là c'est déjà trop chinois pour la plupart des gens, je pense. Ce qui facilite grandement la vie. Qu'est-ce que c'est qu'une étiquette? C'est un tag qu'on applique à... Enfin, c'est une catégorie qu'on applique à une adresse mail et en fonction, il va y avoir un traitement de ce destinataire-là. Une adresse mail ou par exemple, quand vous recevez beaucoup de publicité, vous avez généralement, c'est des sites où le domaine est commun. L'adresse mail, la partie domaine est commune à ces publicités. Donc, il suffit de créer une règle qui traite ces domaines-là et met comme indicateur que c'est un mail de publicité, par exemple. Donc, ne pas faire avec les mails de la CPME. Hein. Vous gardez les mails de la CPME en importance haute. Ok, et donc ça, c'est faisable sous Outlook, sous Gmail, sous n'importe quel... Sur Outlook et Thunderbird, ça, c'est sûr. D'accord. Okay.
on se renseignera là-dessus. Pour ma part, j'ai plusieurs centaines de mails par jour, donc faites oui, je pense qu'on est beaucoup, il y a beaucoup de chefs d'entreprise dans ce cas-là, et c'est long de faire le tri, voilà, entre les pubs, entre l'information la veille, entre tous les départements de l'entreprise. C'est vraiment avec ce genre de fonctionnalité qu'on arrive à gagner en productivité, faire du gain, parce que le temps est limité. Les journées ne font que 24 heures. Et les journées de travail ne font que quelques heures sur ces 24 heures, parce qu'on sait qu'on a tous des choses à faire autour. Et donc, il faut gagner en productivité pour pouvoir faire le maximum dans un minimum de temps. Très bien. Alors, on n'a pas d'autres questions dans le chat ni dans l'onglet questions. Est-ce qu'il y a des dernières réactions parmi vous sur ce qui a été dit, des ajouts avant qu'on se dise au revoir? Moi, je peux répondre par rapport à ce que disait Laurent Roy sur Dolibar, pour préciser que Dolibar, en fait, aujourd'hui, est l'un des ERP, PJ, les plus en vogue, entre guillemets, ou les plus en pointe. Il y a une version majeure par an, 2-3 correctifs également à l'année. En termes de produits, aujourd'hui, on couvre un spectre qui, d'un point de vue fonctionnel, correspond à peu près 80% des besoins. Implanter un PGI comme Dolibar, c'est pas dire on va l'adapter à son organisation. Non, en fait, il faut faire une part du chemin, parce qu'il y a forcément une adaptation de son organisation au PGI et vice versa. Et puis c'est pour ça que ça ne couvre que 80% des besoins, parce que comme l'a bien dit Laurent, vous avez à un moment donné besoin de faire développer des choses spécifiques plus ou moins. L'avantage avec un environnement ou une solution comme Dolibar, c'est que comme c'est de l'open source, on est sur la possibilité de trouver des prestataires qui vont connaître l'outil, qui vont être aguerris sur l'outil plus facilement que sur une solution propriétaire, où là, c'est l'éditeur qui va, entre guillemets, pouvoir faire les développements ou le spécifique, ou via un partenaire, et le nombre de partenaires, forcément, est plus limité. D'accord. Alors, on a une question, mais alors qui, je pense, mériterait presque un webinaire à elle toute seule. Y a-t-il un risque pour une entreprise d'avoir toutes ces données chez les GAFAM, et est-il possible de se dégoogliser? Alors, pour y répondre techniquement, parce que c'est un sujet que je suis de très près, il y a un risque à partir du moment que l'on a plus ou moins des données qui peuvent s'avérer sensibles, que l'on peut considérer comme sensibles. Après, se dégoogliser, oui, il y a des alternatives à tout niveau, aussi bien sur l'aspect partage de fichiers en ligne, comme les Google Drive, les Dropbox, etc. Il y a des alternatives européennes. Sur la partie bureautique, Office 365 et autres, vous avez des alternatives, et open source notamment, qui sont éventuellement utilisables dans le cloud. Bon, il existe, en fait, pour chaque solution qui peut être proposée, version GAFAM, vous pouvez avoir une alternative plus ou moins européenne, française, à minima. Il y a des possibilités, éventuellement open source, qui sont tout à fait exploitables dans des domaines d'activité professionnelle. Ok, et qui ne vont... Enfin, après, ce qu'on reproche souvent quand on se dégooglise, c'est qu'on a peur d'avoir moins de notoriété. Parce que, justement... Alors, le fait d'utiliser des outils numériques qui permettent de ne pas utiliser des outils Google, par exemple, ça ne veut pas dire être moins visible sur le net. Il faut dissocier ces notions-là. La visibilité sur Internet, c'est à la fois être présent d'un point de vue institutionnel, avoir un site Internet, un site e-commerce, être présent sur les réseaux sociaux, ce que font très bien messieurs Galasso et Pons, si j'ai bien compris. Par exemple, utiliser LinkedIn, exploiter les Twitter, etc. Et chaque réseau social a sa cible. Et aujourd'hui, qu'on soit tout seul en tant qu'indépendant ou qu'on soit 2000 ou plus, il faut être présent sur Internet, parce que le fait d'être joignable, d'être visible, d'avoir le téléphone aussi qui fonctionne, tout ça fait partie de l'activité économique et on ne peut plus faire sans.
Alors, on a une question. Bonjour, avez-vous une idée du temps nécessaire pour avoir un retour sur investissement positif? Alors, je ne sais pas si ça concerne la transition numérique globale ou si c'est la mise en place d'un ERP ou d'un outil en particulier. Laurie, si vous pouvez peut-être préciser votre question dans le chat pour qu'on puisse y répondre au mieux. Après, le temps que la personne tape la précision de sa question, moi, je prends souvent cette image-là. Vous voyez, c'est comme quand vous faites construire un bâtiment. Vous travaillez toute la journée vos équipes travaillent en journée. Donc, vous dites, vous faites des économies et vous investissez pas dans des néons pour éclairer le bâtiment. Et puis, le jour où vous avez une augmentation d'activité, il faut travailler en équipe. Et là, cette évolution-là fait que vous êtes obligé, pour le coup, d'investir dans de la lumière. Et l'investissement est trop gros et du coup, vous pouvez pas, votre projet prend fin. Tout ça pour dire que je pense qu'il ne faut pas attendre un retour d'investissement là-dessus. Mais il faut surtout attendre le fait que c'est un passage malgré tout obligatoire. Mes grands-parents étaient carrossiers et ils avaient un carnet de factures où ils écrivaient manuellement sur leur carnet de factures. Aujourd'hui, ce type d'entreprise-là, malheureusement, elles n'existent plus. Donc, je ne sais pas si on répond à la question de la personne, mais ça fait longtemps par rapport à ce que disait Frédéric tout à l'heure, nous, Dolibar, pour un logiciel gratuit, alors il y a 4 structures. Hein, donc, c'est comme si on multiplie 4 fois le RP. C'est un budget d'à peu près 20-25 000 euros par an. Voilà. Mais si vous ne l'aviez pas… En fait, on serait bridé dans notre développement. On pourrait plus développer. En fait, il y a possibilité d'avoir des indicateurs, ce qu'on appelle les KPI, sur un certain nombre de sujets et on peut adapter ces indicateurs-là. Et c'est vrai que le rapport coût, investissement, productivité n'est pas forcément évident à appréhender. Mais par exemple, si on peut avoir des gains en productivité en automatisant une tâche qui va être chronophage, on va voir les gens en termes de résolution d'activité, faire plus de choses dans un moindre temps. Donc c'est ça. Hein. Alors, il y a la problématique investissement, il y a la problématique productivité, et il ne faut pas les dissocier, il faut les corréler. D'où l'intérêt d'utiliser éventuellement des KPI. Et pareil, ça se met en place progressivement. Okay. Bon, voilà, Laurie nous précise qu'en tout cas, on a répondu à sa question avec les interventions. Mais après, je pense que c'est difficile de définir un moment précis à partir duquel on a un retour sur investissement. Ça dépend bien entendu de l'investissement qui est fait, de l'entreprise, de la taille, de la vitesse à laquelle les salariés se forment. Si on met en place des choses pour les aider à se former, c'est ce qu'on disait en début de webinaire, que le volet humain est très important. Donc voilà, ça dépend un peu de tous ces paramètres-là. Et puis de toute façon, c'est un projet au long cours qui durera toute la vie de l'entreprise, sachant que par exemple, investir dans un PGI, aujourd'hui, ce n'est pas un projet qu'on va faire et au bout de 5 ans jeter, c'est un investissement sur 10, 15, voire 20 ans. C'est dans la durée. Moi, aujourd'hui, j'utilise Dolibar et je développe des activités autour de Dolibar, mais je l'utilise depuis une dizaine d'années. Oui, c'est ça. En fait, il n'y a pas de moment où l'investissement est terminé et hop, ça y est, on en tire les fruits ou les bénéfices, puisque en fait, l'évolution numérique, elle continue en même temps qu'on avance. Donc, voilà, c'est un effort un peu constant. Et l'idée, c'est ce qu'on disait, c'est de vraiment bien l'adapter avec sa stratégie de développement pour être sûr que ce soit en lien et que ça avance à la même vitesse, ou à peu près à la même vitesse. Très bien. Eh bien, écoutez, merci, messieurs. On n'a plus de questions. Le webinaire sera disponible, du coup, en replay. Il va être envoyé directement à tous ceux qui l'ont suivi et qui s'étaient inscrits. On le mettra également en ligne sur la chaîne YouTube de la CPME Gironde. Merci à tous les participants. Merci à nos intervenants pour tous ces échanges et ces témoignages de qualité. Moi-même, j'en ai appris beaucoup aujourd'hui et voilà, j'apprécie toujours mener ces webinaires avec vous parce que c'est toujours très enrichissant. Je vous souhaite une très bonne après-midi.
Et je vous dis à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.